Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième forum pour la NUPES, comme on les appelle, forum pour la NUPES, que nous voulons organiser tous les mois, si nous pouvons. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués par les manifestations, que vous avez encore une capacité d'écoute. En décembre, on avait fait un premier forum sur les retraites, donc ça tombait bien, on a eu des résultats, si je plaisante. En février, peut-être qu'on fera sur le travail, ce qui se passe dans le travail. Alors, quelques mots sur ce que c'est que ces forums pour la NUPES. Ces forums pour la NUPES sont organisés par des militants, des militantes à titre personnel, mais qui participent aussi à des organisations politiques qui soutiennent la NUPES comme étant un grand progrès dans le monde de la gauche en général et de l'écologie politique, qui souhaitent en faire partie pour celles qui n'en font pas encore partie ou qui souhaitent l'animer, participer à son animation. Donc nous sommes des personnes volontaires qui viennent de générations, de la gauche démocratique et sociale, d'Ensemble, de Nouvelles Donnes, d'Europe Écologie Les Verts, de PEPS. Et moi, par exemple, je suis Jean-Claude Mamet, je suis membre d'Ensemble dans le Val-de-Marne. Donc voilà pour présenter un petit peu ce que ça signifie, ces forums pour la NUPES. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir plusieurs invités pour ce débat. Un débat qui est souvent compliqué, mais qui revient sans arrêt dans la vie sociale et politique, et qu'on a intitulé « Syndicalisme, force politique, pourquoi c'est compliqué ?» Est-ce qu'on peut se parler? Est-ce qu'on peut faire des choses? Pourquoi c'est si compliqué? Donc, ce qu'on souhaite ce soir, c'est avoir un débat de fond sur les problèmes qui sont posés par cette question, et pas un débat d'actualité, parce qu'il y a des discussions actuelles. Préfère ne pas les aborder dans ce cadre-là, mais d'aborder les questions sur le fond. Donc, nos invités vont donner leur point de vue, évidemment, sur ce problème. Et ensuite, il y aura probablement des questions qui leur seront posées. Et on terminera par des conclusions, le tout devant durer à peu près 1h30. Donc, on va donner successivement la parole à Jean-Marie Pernaut, chercheur associé à l'IRES, Institut de recherche économique et sociale, et spécialiste du syndicalisme. Ensuite, à Maryse Dumas, qui a été secrétaire confédérale de la CGT, et qui parlera surtout en son nom, si j'ai bien compris, mais qui s'occupe aussi de l'Institut d'histoire sociale dans la CGT. Ensuite, Mathieu Léris, qui est dans la FSU, qui participe au secrétariat national de la FSU, mais qui ce soir interviendra au nom, ou comme membre plutôt, du courant de pensée, comme on dit à la FSU, du courant de pensée Unité et Action dans la FSU. Et ensuite, ce sera le tour d'Isabelle Laurent, qui est membre du Conseil national du PCF, mais qui nous a dit tout à l'heure qu'elle interviendrait en son nom propre. Et enfin, Hendrik Davy, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Voilà, alors pour mettre l'eau à la bouche, si je peux me permettre, dans ce débat, je ne résiste pas à vous lire une phrase, une citation de la célèbre charte d'Amiens de 1906, à l'époque où il n'y avait que la CGT, quasiment, charte d'Amiens dont tout le monde se réfère à tout bout de champ. Une charte, un texte qui est très court, qui est une merveille de concision, je dirais. Et cette phrase, c'est la suivante. La CGT groupe, ou regroupe, la CGT groupe, virgule, en dehors de toute école politique, virgule, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Voilà. Cette phrase est
très symbolique hein, du côté condensé de la charte d'Amiens, qui est discutable, bien sûr. Et beaucoup de choses sont dites en très peu de mots. À la fois la question de l'avenir le syndicalisme doit réfléchir à l'avenir, mais il le fait en dehors de toute école politique. Donc je m'adresse d'abord à Jean-Marie Pernaut, qui a travaillé beaucoup sur ces questions, qui a publié récemment un livre qui s'appelle « Le syndicalisme d'après, ce qui ne peut plus durer », point de suspension, ce qui ne peut plus durer dans le syndicalisme. Et dans ce livre, il y a un dernier chapitre très court qui s'intitule « Syndicalisme et politique, virgule, le retour, point d'interrogation ». Donc, Jean-Marie, qu'est-ce que tu entends par là? Bon, comment tu vois les choses sur ce problème? Vas-y, merci, tu as la bonsoir à parole. tous. C'est toujours utile de reposer à nouveau frais cette question qui est un véritable serpent de mer de l'histoire du syndicalisme, pas seulement en France d'ailleurs, mais enfin tout particulièrement en France, puisque dès le départ, comme tu l'as rappelé avec la charte d'Amiens, enfin la suite de la charte, du texte, la partie que tu as lue, le syndicalisme s'affirme d'entrée de jeu comme à une certaine distance ou devant maintenir une certaine distance avec le champ partisan, avec celui des partis. Alors on pourrait, si on avait le temps, faire un peu d'histoire et rappeler le contexte qui était celui d'une pluralité des partis socialistes à l'époque, avant 1900, juste après 1905, disons après le regroupement à l'intérieur du grand parti SFIO, mais enfin, l'histoire des socialistes français à l'époque est plutôt une histoire de division. Le rassemblement n'est que quelque chose de très récent. Je pense que si on va plus généralement, il faut réaffirmer en tous les cas la dimension politique indiscutable de l'action syndicale. Le mouvement syndical est reconnu comme ayant une pleine légitimité à s'intéresser aux politiques publiques, à les contester, en proposer d'autres, santé, éducation, logement, transport, etc. Tout ce qui relève évidemment de la protection sociale des travailleurs et des travailleuses, tout ça relève pleinement et c'est admis de son champ de responsabilité. Dès lors que ça touche au type de société dans lequel nous vivons, dès lors que ça touche plus globalement à la vie de la cité, à l'organisation de la vie de la cité, alors l'action syndicale émerge dans le politique et en France, le syndicalisme l'assume pleinement. Lorsqu'on porte l'idée d'un nouveau statut du travail salarié, mais je laisse à celle qui va me succéder le soin d'en parler, elle le fera beaucoup mieux que moi, on dessine le projet d'une société différente. Imaginons ce que serait la nôtre d'ailleurs si on n'avait pas la sécurité sociale. Donc on est là pleinement dans le champ du politique. Et dernière considération un petit peu générale, j'ai traité à la fin de mon livre, comme vient de le rappeler Dominique, la question un peu du projet syndical, bon, qui doit être modeste, mais enfin essentiel, et qui est, je le résume en empruntant une formule à Axel Honneth, qui est l'idée de développer parmi celles et ceux qui travaillent des états de conscience favorables à l'émancipation. Et je pense que cette question de l'émancipation derrière laquelle qu'on brandit très souvent pour justifier cette articulation entre lutte revendicative et projet de transformation sociale, je pense que c'est une notion intéressante qui recouvre des enjeux théoriques et pratiques qui sont intéressants, traités dans les sciences sociales d'ailleurs, mais qui pourraient l'être ailleurs. Et je pense que c'est peut-être un chantier, je lance cette proposition, mais qu'est-ce qu'on appelle véritablement l'émancipation des travailleurs et le rôle que peuvent y jouer les organisations syndicales et politiques, puisque chacune a sur ce plan un registre un petit peu différent. Alors, ceci rappelé, la question du jour, c'est, comme il a été annoncé, plutôt celle des relations entre le syndicalisme et la sphère partisane. Et bon, c'est un serpent de mer en France, je l'ai dit. La question se pose aussi à l'étranger. On n'aura pas le temps d'aller faire un détour sur d'autres pays, notamment les plus proches de nous, les pays européens. Mais c'est une question qui intéressante aussi dans ces pays-là, qui présentent des modèles assez différents, mais qui sont en tension aussi, qui bougent, qui évoluent. Ce n'est pas qu'une question, évidemment, franco-française, elle touche à la nature même du syndicalisme et de l'action partisane. Alors, partons non pas des grands principes, mais de la situation concrète aujourd'hui. De quoi est-il question ?
on a, à mon avis, deux processus parallèles, deux enjeux de reconstruction parallèles. D'une part, la puissance d'agir syndicale, une puissance d'agir significative, permettant aux syndicalistes de se rendre à nouveau incontournables, pas seulement à l'égard des employeurs et des gouvernements, mais aussi vis-à-vis des travailleurs qui aujourd'hui attendent pas grand-chose ou en tout cas insuffisamment du syndicalisme, je n'insiste pas trop, et parallèlement, la reconstruction d'un projet de gauche crédible, susceptible dans un mouvement convergent de réunir les couches moyennes salariées, les classes populaires pour faire vite. En gros, un mouvement qui permettrait d'envisager une rupture avec ce capitalisme qui nous entraîne vers l'abîme. Alors la tâche est immense parce que les catégories populaires, comme tout le monde le sait, ici ont pour partie emprunté d'autres chemins que l'espérance vis-à-vis de la gauche, ou une autre partie d'ailleurs a renoncé à voter pour qui que ce soit. Alors ces deux mouvements de reconstruction ont des temporalités proches, c'est-à-dire qu'en fait, ça va prendre du temps dans les deux cas. Alors est-ce qu'ils sont convergents ? Et au fond, si je décode la question qui est posée aujourd'hui, c'est ces deux mouvements peuvent-ils s'épauler? Alors, ça serait très satisfaisant pour l'esprit de se dire que le renforcement de l'un sera le renforcement de l'autre, mais je ne suis pas sûr de cette relation et je vais tenter en 3 arguments d'expliquer pourquoi. D'abord, partis et syndicats n'ont pas la même vocation. Les syndicats se veulent, ou en tout cas se proposent, d'assurer une certaine représentation du monde du travail, c'est-à-dire qu'ils ont une logique inclusive. Leur rôle est de rassembler, de créer des rapports de force dans lesquels la question du nombre est une composante. D'ailleurs, la notion de syndicalisme de masse et de classe est là pour rappeler qu'il y a un lien nécessaire entre les deux. Les partis politiques, comme leur nom l'indique, font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils partitionnent les opinions. Leur rôle est de mettre en lumière les oppositions d'idées, d'intérêts et de produire des projections politiques alternatives pour le devenir social. Et à minima, de produire un personnel doté d'une certaine vision du monde pour animer la vie des institutions, le Parlement, les pouvoirs locaux, etc. Donc, c'est des rôles qui, évidemment, ne sont pas indifférents au mouvement syndical. Des passerelles existent à ce niveau et c'est très bien. Bon, des passerelles qui, au niveau local comme au niveau des institutions nationales. Alors, si on l'aura compris déjà, je penche plutôt vers une certaine distance maintenue entre les deux formes. C'est des distances à maintenir entre les organisations. Ça exclut en rien, évidemment, la double appartenance des personnes, des militants. L'apport des militants syndicaux aux partis politiques est utile et nécessaire, et c'est souvent vrai dans l'autre sens. Je rappellerai d'ailleurs, puisqu'il a été évoqué déjà le congrès d'Amiens de la CGT, donc 1906, qui adopte cette fameuse charte qui invite à maintenir l'activité corporative à distance de celle des partis. Les délégués étaient à 80% adhérents eux-mêmes dans une des nombreuses formations qui avaient composé la galaxie socialiste à cette époque-là. Donc il s'agit bien de distinguer la dynamique des formes sociales en mouvement, des partis et des syndicats, et pas de dire que les syndicalistes doivent se tenir extérieurs à la vie partisane, bien entendu. Deuxième remarque, je vais aller plus vite, j'ai évoqué en passant l'apport des militants engagés en politique à la vie des syndicats. Dans les relations courantes entre ces deux formes organisationnelles, il est tout de même pas rare d'observer que les politiques ont souvent tendance à considérer leur rôle un cran au-dessus de l'action syndicale et de reproduire, parfois sous une forme douce, mais parfois moins, un certain, bon, appelons ça léninisme, j'y mettrai les guillemets qu'il faut après, bon, fut-il de basse intensité, mais dans les relations syndicats-partis, c'est-à-dire ils vivent très souvent cela sous un rapport de préséance, voire de vassalité entre les deux formes, ça dépend de la culture des individus. Alors soyons justes, je corrige tout de suite, on l'attribue à Lénine du fait du communisme de guerre qui avait affiché très clairement l'asservissement des syndicats aux partis, mais c'est un débat largement partagé dans le modèle social-démocrate européen depuis l'origine. C'est une tension qui a aussi traversé en Allemagne le SPD, la DGB. C'était un thème récurrent dans les congrès de ces différentes formes, avant comme après 1914. Et Karl Kautsky, qui était le leader du SPD, pensait à peu près la même chose que Lénine sur ce point. Le mieux donc, me semble-t-il, c'est de distinguer les deux champs. Ils se recoupent, certes, mais pas totalement, parce que les rôles sociopolitiques ne sont pas les mêmes. Je rappellerai enfin, ce sera ma dernière remarque, que la totalité du mouvement syndical n'est pas engagée
aujourd'hui dans une perspective anticapitaliste. On peut toujours dire qu'il y a une partie qui ne nous intéresse pas, mais ce serait une erreur, parce que c'est contraire à l'idée d'unification tendancielle du monde du travail, qui est une condition de la puissance. C'est une erreur aussi parce que la partie anticapitaliste du syndicalisme est en difficulté aujourd'hui et ne dispose plus de l'hégémonie d'antan sur la représentation syndicale. C'est une erreur enfin parce que l'enjeu de reconstruction de la puissance d'agir du syndicalisme passe, que ça plaise ou non d'ailleurs, par la question de l'unité. Les syndicats, tous les syndicats sont aujourd'hui, dans le secteur privé en particulier, désajustés des bases sociales qui sont censées représenter. La reconquête est nécessaire, c'est un processus long, je l'ai déjà dit, qui passe, condition nécessaire, même si elle n'est pas suffisante, par la mise au second plan des divisions structurelles qui le traversent. Il ne s'agit pas de nier les divergences entre les différentes organisations, mais de trouver ce que j'appelle des accommodements raisonnables qui consistent à privilégier les communs au détriment de ce qui divise et qui demeure. Alors on en est loin, hein, je n'évoquerai pas le conflit en cours qui paraît améliorer un peu la situation, mais je serai prudent quand même sur la suite. Donc je pense que dans un moment où la question de la reconstitution d'un tissu intersyndical est une question essentielle, l'affichage exagéré de proximité partisane peut être un obstacle à la recherche d'unité. On a assez reproché, à juste titre, me semble-t-il, les proximités de la CFDT avec le Parti socialiste, dont on a vu les effets entre 2012 et 2017. Alors, la NUPES, de son côté, elle est traversée de tensions, c'est bien normal, c'est une forme probablement provisoire d'organisation de la gauche politique qui a la lourde tâche de reconstruire une espérance populaire, des attentes à l'égard de la gauche, après 30 ans de gestion du néolibéralisme par la partie dominante de celle-ci, ce qu'on a appelé vite fait la gauche dite de gouvernement, bon, autre appellation de la gauche de renoncement. Et je pense que le transfert des tensions nécessaires dans cet ensemble à l'intérieur du mouvement syndical est ou serait un élément plutôt perturbateur dont le syndicalisme ne me paraît pas avoir franchement besoin aujourd'hui. En ce sens, le contexte dans lequel a été adoptée la charte d'Amiens, Jean-Claude le suggérait un peu en introduction, présente quelques similitudes avec celui d'aujourd'hui, l'idée de préserver l'organisation corporative, on disait à l'époque, des tensions de la sphère politique qui, si elles s'épanouissent au sein du syndicat, achèveraient de détruire celui-ci. Mais cette considération... Tu essaies de conclure, s'il te plaît, parce que là, ça fait 12 minutes. Ma dernière observation, c'est même ma conclusion, cette considération n'est pas simplement liée à cette situation contingente. Elle peut renvoyer aussi à une conception du changement social. Je considère, ça se discute, que la dynamique de la transformation sociale a besoin d'autonomie, non seulement pour reconstruire un rapport de puissance, enfin le syndicalisme a besoin d'un certain degré d'autonomie, non seulement pour reconstruire un rapport de puissance avec le capital, mais aussi parce qu'un projet de transformation sociale qui serait porté par une gauche revigorée, parvenue au pouvoir par les urnes, aurait besoin d'acteurs syndicaux non seulement forts, mais indépendants. Une démarche de transformation initiée par le haut ne peut avancer que si elle est soutenue, même et surtout de façon critique, par un mouvement d'en bas dans lequel le syndicalisme joue le rôle à la fois d'aiguillon et de corde de rappel des engagements pris. Alors, il faudrait évidemment plus de temps pour développer toutes ces questions, mais je les livre quand même à la discussion. Merci Jean-Marie. Donc, je crois que tu as bien ouvert la problématique. Alors, je passe maintenant la parole à Maryse Dumas. Alors, tu l'as dit toi-même, Jean-Marie. Maryse a souvent défendu, notamment à travers la question du statut du travail salarié, toute la portée, on va dire, anticapitaliste de cette notion. Il me semble que tu avais employé des mots comme ça à l'époque. Mais surtout, j'ai retrouvé récemment là un débat que tu avais eu avec Sophie Bérou dans le cadre des 120 ans de la CGT, où tu avais prononcé cette phrase-là. C'est une vieille maladie dans la gauche qui considère souvent les syndicats comme seconds dans une sorte de hiérarchie avec les partis qui sont mis en premier. Bon, Jean-Marie vient aussi de le rappeler. Et bon, c'est intéressant. Bon, je ne sais pas si j'ai bien fait de mettre cette citation, mais en tout cas, je la trouve intéressante
pour poursuivre la discussion. À toi la parole, Maryse. Merci. Oui, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je veux rappeler ce qui a déjà été dit, mais que ce soir, je suis ici à titre personnel. Je n'engage pas du tout la CGT. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce que je dis, mais j'en ai pas discuté avec elle. Et merci d'avoir rappelé cette phrase que j'avais oubliée, mais que j'assume toujours. Non, je pense, je suis toujours sur cette ligne-là. Alors moi aussi, je démarrais de la charte d'Amiens. Hein, c'était un peu convenu entre nous pour dire d'abord, elle est quasiment inépuisable cette charte d'Amiens. On s'aperçoit que selon les périodes historiques, selon les moments, selon les tensions, etc., on l'analyse sous un aspect ou sous un autre. Tantôt on regarde son antiparlementarisme, on parle de pansyndicalisme dans la définition de ses orientations. La volonté d'autonomie de la classe ouvrière, ou bien la double besogne que tu as rappelée, c'est-à-dire le fait que pour le syndicalisme, il s'agit à la fois de défendre les intérêts matériels immédiats et en même temps de situer l'action syndicale en perspective d'une transformation profonde. Tu as dit la fin du salariat et du patronat, pour être clair, c'est la fin de l'exploitation capitaliste, et c'est ce qui ouvre la voie à la définition du syndicalisme de classe et de masse, dont la CGT d'aujourd'hui s'inspire, se sent la continuatrice. Moi, ce qui me paraît important, peut-être, c'est de revenir aussi sur le contexte de cette charte d'Amiens. Jean-Marie Pernaut en a parlé un petit peu, mais je pense que ça résonne dans l'actualité, c'est-à-dire qu'au moment où le congrès de la CGT se réunit à Amiens, les syndicalistes, ils l'ont mauvaise après l'expérience du gouvernement Mitterrand. J'ai pas dit Mitterrand, j'ai dit Mitterrand, qui n'a pas respecté les promesses qu'il avait prises vis-à-vis des ouvriers. Et il y a énormément de déceptions, et il y a un peu l'idée que, en élisant des gens de gauche au pouvoir, quelquefois, on peut se faire avoir, et que donc il vaut mieux tenir à nos propres luttes. Et puis le deuxième aspect qui explique le vote de cette motion, c'est dans la création des partis politiques, notamment la SFIO, dont a parlé Jean-Marie Pernaut, il y a aussi la volonté d'une partie de ces partis, notamment les guédistes, mais pas seulement, de subordonner justement l'action syndicale aux stratégies politiques et aux objectifs politiques. Et je trouve que ces deux aspects résonnent tout à fait de l'actualité. On pourrait les reprendre parce que dans les difficultés actuelles, ces deux questions sont très présentes. Et enfin, mon troisième remarque sur la charte d'Amiens, c'est qu'il ne faut pas oublier pourquoi elle a été votée. Elle a été votée parce qu'il y avait d'autres motions en présence, des motions à conséquences partidaires, qui aucune ne parvenait à recueillir la majorité des congressistes. Et c'est cette charte qui définit la démarche syndicale et l'indépendance syndicale, qui en fait est adoptée par 834 voix contre 8. Hein, 834 voix contre 8. C'est bon, hein, c'est une très large majorité. Et en fait, cet aspect, alors Jean-Marie l'a dit mieux que moi, mais on va le retrouver tout au long de l'histoire syndicale. C'est que quand on est arrimé sur les revendications, quand on est arrimé sur les intérêts immédiats des salariés, on rassemble beaucoup plus large que au plan politique. Alors j'ai noté ce que Jean-Marie nous a dit, hein, pas la même vocation, logique inclusive des syndicats et logique partidaire, donc le partitionnement des partis politiques, c'est exactement ça. Or, les syndicats, en rassemblant plus large, ils deviennent une force dont les partis ont envie de se saisir, de se servir au service de leur stratégie politique. Ça n'a rien d'infamant, c'est simplement il faut le savoir et se situer en fonction de ça. La plupart des scissions syndicales, parce que notre pays, il est quand même en matière de scissions syndicales, il y en a beaucoup, hein. La plupart des scissions syndicales ne résultent pas d'un débat proprement syndical. Elles résultent d'une intervention politique, je veux dire partidaire, de partis politiques et de liens entre certains courants dans le mouvement syndical et les partis politiques. Et au final, c'est assez désastreux. On peut estimer que il y avait mieux à faire et que si on a une vision d'émancipation, de transformation fondamentale de la société,
c'est bien par l'unité qu'on peut y arriver. Je veux dire, je vais pas parler des retraites, mais voilà, aujourd'hui, tous les syndicats dans la rue, les salariés sont là pour répondre, et peut-être que si ce mouvement unitaire avait été mieux mené dans les années précédentes, ça serait encore plus fort. Or, effectivement, comme l'a dit Jean-Marie, la question qui se pose pour les partis politiques, moi je suis frappée que c'est toujours aux syndicats qu'on demande à se situer par rapport aux partis politiques. Et on ne demande pas aux partis politiques, ou rarement, de dire dans leur stratégie comment ils voient l'action syndicale et leur rapport au syndicat. Et en particulier leur rapport à l'indépendance syndicale. Alors, la plupart des partis de gauche, parce que la droite en sait autre chose, la plupart des partis de gauche affirment leur respect de l'indépendance syndicale. Quand ils sont dans l'opposition, quand ils sont au pouvoir, parce que c'est là que je fais référence au contexte de la charte d'Amiens, depuis 40 ans maintenant, nous avons l'expérience d'alternance au gouvernement entre la droite et la gauche, ou une partie de la gauche, qui ne produit pas d'alternative. Et on s'aperçoit que quand les partis de gauche, ou certains partis de gauche, sont au pouvoir, eh bien, ils ont tendance à souhaiter que les syndicats mettent un peu de l'eau dans leur vin. Et moi, je crois que ça crée de la méfiance de la part non seulement des syndicalistes, mais plus largement des salariés, parce que à mon sens, c'est une mauvaise compréhension de ce qu'est le changement de société. Pour moi, un parti qui veut un vrai changement de société, il devrait au contraire souhaiter que les syndicats soient le plus indépendants possible et le plus revendicatifs possible. Parce qu'au fond, la revendication, c'est le moteur qui va permettre que la transformation de la société, elle corresponde à ce que souhaitent, à ce dont ont besoin les plus exploités, les plus pauvres. Et c'est ça la démarche anticapitaliste. Parce que le travail est exploité. Bon, je vais pas faire une théorie là-dessus, mais juste donner ces éléments-là. Or, on sent au contraire, de la part des partis politiques, une tendance à chercher à instrumentaliser l'action syndicale, à s'en servir. Je suis pas absolument choquée par ça. Simplement, il faut qu'on se pose clairement les problèmes. Et on peut pas. Il y a la question du militantisme politique. Donc moi, je suis pas pour interdire aux militants syndicaux d'avoir des mandats politiques, si ce n'est évidemment de même niveau. On n'imagine pas qu'un militant syndical soit député ou soit membre du gouvernement. Au moins, il peut garder sa carte syndicale, mais il se met entre parenthèses pendant ce temps-là. Mais je pense que c'est de l'hypocrisie de dire pas d'engagement politique. Par contre, le syndicalisme ne peut pas se résumer à être le champ clos du débat entre les différents partis politiques et les différents militants politiques de gauche. Il y a un débat authentiquement syndical et les partis politiques le sous-estiment. Quand on parle de stratégie de lutte, de propositions revendicatives, de stratégie unitaire, de rapport aux associations, aux autres, etc., de construction de mouvements, quand on parle de revendications quotidiennes, eh bien, on peut être adhérent du même parti politique et ne pas avoir le même point de vue, et se retrouver avec des adhérents d'autres partis politiques. Parce que le débat est syndical. Et je pense, Michel Dreyfus, qui est un spécialiste de l'histoire de la CGT, il dit, on parle toujours des anarcho-syndicalistes, et je crois, dit-il, qu'on devrait aussi dire qu'il y a des communistes syndicalistes, ou c'est des syndicalistes et communistes, en tout cas, des communistes qui sont dans le mouvement syndical et qui ne sont pas exactement les mêmes communistes que ceux qui ne militent qu'au parti. Et je pense que cette réflexion est juste et elle peut s'élargir à d'autres partis politiques, à d'autres militantismes politiques qui ont lieu dans d'autres syndicats ou dans la CGT. Voilà. Tu essaies de conclure, s'il te plaît? C'est passionnant, oui. Mais... Alors, je conclue. Donc, il me semble, si on veut progresser, il me semble qu'il y a trois questions. C'est renouveler la pensée de gauche sur la question du travail, et en disant clairement que la question du travail ne se résume pas à l'emploi, contrairement à ce que dit la gauche depuis au moins 40 ans, voire même un peu plus. Deuxièmement, s'attaquer résolument au fait qu'un très grand nombre de salariés ne se reconnaît plus, ne se sent plus représenté, pour une part par les syndicats,
beaucoup moins représentés par les syndicats et presque plus du tout par les partis politiques, et notamment les salariés des catégories populaires, les employés, les ouvriers, les salariés en situation de précarité, les auto-entrepreneurs, enfin tous ceux qui n'ont que leur travail pour vivre, qui en vivent mal, n'investissent plus insuffisamment le syndicat, mais encore moins les partis politiques. Et je pense que là, on a un vrai sujet commun à travailler, parce que il n'y a pas d'émancipation possible. Enfin, moi, je pense que la formule de l'Association internationale des travailleurs, l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Moi, je la fais complètement mienne. Et je pense que si on veut émanciper le travail de l'exploitation et changer la société, il faut que ce soit les premiers concernés par cette exploitation qui s'en occupent. Et ça rejoint le processus d'émancipation dont a parlé Jean-Marie, mais aussi le processus de démocratie. Et dans la démocratie, je mets pas seulement le vote, mais surtout l'intervention permanente, immédiate, sur toutes les questions qui nous concernent et qui ont donc besoin d'organisation syndicale et d'organisation politique. Et puis enfin, le dernier point, c'est admettre les différences dans le rôle et les prérogatives de chacun entre les partis politiques et les syndicats, ce qui ne veut pas dire qu'on ne débat pas ensemble, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des moments où on peut se retrouver, mais il faut admettre la différence et l'égalité, pas l'instrumentalisation ni la subordination. Et je termine. Là, ce que nous vivons dans le mouvement des retraites, je pense, c'est le début de quelque chose. C'est-à-dire qu'on voit une manif syndicale, comme aujourd'hui, dans laquelle les partis politiques ont leur place, mais c'est pas eux les organisateurs. Mais on voit aussi des initiatives à caractère politique faites par la NUPES, qui ne marchent pas du tout sur les plates-bandes des organisations syndicales, et dans laquelle des militants qui sont soit politisés, soit pas, puisque la majorité des syndiqués des organisations syndicales ne sont pas adhérents de partis politiques, peuvent malgré tout se retrouver. Mais on ne le définit pas de la même façon selon qu'il s'agit d'une initiative syndicale ou d'une initiative politique. Je pense que c'est le bon chemin à prendre et que il est sans doute porteur de beaucoup d'avenir. Merci beaucoup, Maryse, pour cet exposé très intéressant. Donc, je passe maintenant la parole à Mathieu Léritz, qui est membre du secrétariat national de la FSU, mais qui intervient ce soir au titre du courant de pensée, unité et action, qui publie la revue Enjeux, que je lis assez régulièrement. Il y a eu un numéro en juin, au mai-juin, qui parlait de syndicalisme politique et syndical à partir de la question des retraites. Et tu avais toi-même signé un papier avec Benoît Test et Rachel Schneider sur les élections présidentielles. Donc, dans la revue UEA, il y avait donc un article qui concernait le champ politique. Donc, à toi la parole sur cette question. Merci, Mathieu. Merci, Jean-Claude, de votre invitation surtout. Je tiens d'abord à excuser Benoît Test, qui aurait bien voulu se libérer, mais là, aujourd'hui, c'était vraiment pas possible, puisqu'il sort de l'interpellation J'imagine. Depuis quelques minutes. Je précise également que je ne suis pas membre du secrétariat national, mais du bureau national. Ah, excuse-moi, Non, je t'en prie, et que je suis co-animateur du courant de pensée, effectivement, Unité Action. Donc, je ne vais pas parler totalement en mon nom propre. Je ne peux pas parler au nom de la FSU, mais je vais parler dans le cadre de la FSU. Je ne sortirai pas des mandats qui sont les nôtres. Voilà, c'est pas une expression tout à fait personnelle. Donc vaste question, 3 points très rapidement, mais qui vont recouvrir largement ce qu'ont dit respectivement Jean-Marie puis Maryse. D'abord, effectivement, la FSU n'est pas du tout partisane d'un syndicalisme apolitique. Nous ne sommes pas apolitiques. Nous nous revendiquons, et vous le savez bien, mes camarades, de ce qu'on appelle le syndicalisme de transformation sociale. Et par conséquent, nous assumons totalement la tradition de la charte d'Amiens, de la double besogne, la défense des intérêts matériels et moraux des salariés, comme chacun sait, et puis la défense d'une certaine vision progressiste de la société. Et à commencer par la défense de la démocratie, ce qui implique, notamment, sur un plan politique, notre implication dans les combats contre l'extrême droite, où nous sommes aux côtés, d'ailleurs, de la CGT, de Solidaire et de bien d'autres organisations. Donc, en aucun cas, la FSU ne pratique, encore une fois, un syndicalisme apolitique. Deuxième point, évidemment, cela ne veut pas dire que la question du politique ne nous pose pas de gros problèmes. Je dirais même que pendant longtemps, ça a été chez nous une question taboue.
pour plusieurs raisons, mais il y en a une qui est assez simple et que vous connaissez, hein, je ne vous apprends rien, je le sais bien. La FSU est l'héritière de la FEN. Et comme vous le savez, la FEN s'est construite après la guerre sur l'idée d'un refus d'intégrer, d'importer les divisions politiques partisanes dans le sein du syndicalisme enseignant, pour faire simple. Et c'est pourquoi nous avions refusé, nos anciens ont refusé à l'époque de choisir entre la CGT et Force ouvrière. Et on se souvient bien que cette partition s'est faite largement, au temps de la guerre froide, sur une question partisane. Hein, je n'apprends rien à personne. Nous avons refusé cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la FEN, c'était vrai, et c'est encore largement vrai dans la FSU, nous avons toutes les nuances de la gauche. Et pas seulement de la gauche, hein, d'une gauche très modérée à une extrême gauche. Et donc, évidemment, importer les querelles partisanes au sein de la FSU aurait mené un processus absolument suicidaire, mortifère. Et c'est la raison pour laquelle nous avons toujours tenu à distance cette question du rapport aux politiques, bien sûr, parce que sous peine d'être débordé par elle, avec comme prix peut-être à payer la désintégration de notre fédération. Autre élément, ça a été dit d'ailleurs, notre rôle c'est de rassembler. Notre rôle, c'est d'attirer des adhérents, des syndiqués, des militants. Or, on le sait bien, qu'est-ce qui est reproché au syndicalisme? Les sondages le disent. C'est la politisation. Ça vient toujours en premier. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas confiance aux syndicats? Pourquoi est-ce que vous ne vous syndiquez pas? Parce que les syndicats sont très pro-politisés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est autre chose. Nous, on part du principe que ce qui fait peur aux potentiels adhérents, outre la division syndicale, mais qui pourrait être l'objet d'un autre thème, Jean-Claude, à un moment donné, c'est l'idée que les décisions prises par les syndicats seraient prises ailleurs que dans les syndicats. Donc c'est la question qui a été abordée il y a quelques instants de la courroie de transmission. Nous avons connu un temps, c'est vrai, où il y avait une certaine osmose, une superposition très forte, on va dire, entre les équipes de direction de la FEN, puis de la FSU, et notamment de mon courant de pensée, et telle ou telle formation politique. Et ces liens, qui avaient leur légitimité historique y compris, hein, ont mis beaucoup de temps à être rompus. Ça date en fait il y a 20-25 ans, hein, c'est la génération qui m'a précédé aux commandes de la FEN, puis de la FSU. Et donc cette idée de l'indépendance, qui n'est pas négociable, qui n'est pas niable, pour nous elle est fondamentale, c'est une question de survie pratiquement, par rapport à l'attractivité vis-à-vis des potentiels adhérents. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle la question du rapport aux politiques reste très compliquée encore pour nous aujourd'hui. Alors je termine, parce que je veux vraiment rester dans les temps, que pour nous, l'indépendance syndicale, la certitude que les décisions syndicales sont prises par les équipes élues par les adhérents des syndicats et de la fédération, cette indépendance aux politiques ne veut en aucun cas dire indifférence aux politiques. Pour la bonne et simple raison que nous avons besoin, mais c'est le cas de toutes les organisations syndicales, ce qu'on appelle, vous le savez bien, je ne vous apprends rien, d'un débouché politique. Nous portons des revendications. Alors nous, face essentiellement à l'État et aux collectivités territoriales, les camarades du privé face au patronat également. Mais ce que nous revendiquons à un moment donné doit se transformer en règles, en lois. Et ces règles, ces lois sont évidemment votées par des élus qui sont eux-mêmes investis par des partis politiques, essentiellement de gauche en ce qui nous concerne. Et donc, évidemment, la question du rapport aux politiques, elle fait partie de notre job syndical, bien entendu. Et comme, a priori, le débouché est plutôt à gauche, malgré les déceptions dont Maryse a parlé, je partage complètement, bien entendu, évidemment, cela veut dire que nous ne pouvons pas être indifférents à l'état du paysage politique. Mais ce qui ne veut pas dire prendre parti. C'est toute la difficulté pour nous. Par exemple, nous ne soutenons pas la NUPES. À la FSU, nous ne soutenons pas la NUPES. Mais nous sommes tout à fait partisans du succès de la NUPES. Voilà. Nous pensons qu'il est important que la gauche se rassemble. Mais en aucun cas, nous ne sommes et ne serons des soutiens au sens politique, partisan de telle ou telle union de la gauche. Alors, il y a peut-être un côté, je ne sais pas, un petit peu jésuite, peut-être, mais c'est fondamental, quoi. Parce que, encore une fois, et Maryse l'a dit, et Jean-Marie aussi d'ailleurs, depuis 40 ans, il y a des grandes gauches. Et ces grandes gauches, effectivement, ont déçu. Et donc, un syndicat qui serait réputé baisser la garde parce que des camarades politiques sont au pouvoir est un syndicat qui se suicide. On a vu ce qui s'est passé au moment de la CFDT dans les années 80, voire de la CGT, hein, mais ça a été vrai pour nous aussi quand la gauche est revenue au pouvoir. Donc, pour toutes ces raisons, notre fédération, la FSU, s'inscrit dans le combat politique, républicain, démocratique, progressiste, refuse toute forme de domination du politique pour les raisons qui ont été dites, mais n'est pas neutre.
nous participons d'idées qui sont communes et nous sommes tout à fait obligés, mais on le fait bien volontiers, de travailler dans le respect réciproque avec les équipes des partis politiques. C'est pas facile, mais c'est en train, je pense, d'évoluer. Et la NUPES, là je peux bien le dire, est plutôt une avancée dans ce sens, si tant est que la NUPES respecte notre autonomie et notre indépendance d'action. Mais ce qui est le cas. Merci Mathieu d'avoir fait une intervention assez brève par rapport. Donc, je vais maintenant passer la parole à Isabelle Laurent, qui est militante du Parti communiste depuis longtemps. Et donc, s'il y a un parti qui a été au cœur de ce débat, parti syndicat, c'est peut-être bien le Parti communiste. Donc, je crois que tu as un autre regard aujourd'hui sur cette question. On en a parlé un peu au téléphone. Donc, vas-y, là, Isabelle, je te laisse la parole. Bien, bonsoir, merci de l'invitation. Donc, j'insiste sur le fait que je parle en mon nom, hein, que je représente pas le Parti communiste. La question, c'est syndicalisme et politique. Pourquoi c'est si compliqué? Ça pourrait être classe populaire et politique. Pourquoi c'est si compliqué? Et j'ai envie de dire la NUP, pourquoi c'est si compliqué? Donc, je dis ça parce que je pense que on est sur un sujet d'actualité assez global. Mon sentiment, à tort ou à raison, c'est que depuis une quinzaine d'années, la notion le rapport de domination, voire de courroie de transmission, a quand même nettement régressé. Moi, comme militante politique, je dois dire que je ressens plus ça comme on a pu sentir. Je me rappelle en particulier en 98, quand il y avait des ministres communistes et une menace de grève, par exemple, dans les transports, à la veille de la Coupe du Monde. Je me souviens, par exemple, d'une très forte pression. Bon, voilà. J'ai l'impression qu'on a dépassé ce temps-là. Et ce temps, en le dépassant, on a essayé d'inventer des formes nouvelles pour travailler ensemble, des scènes nouvelles, des scènes politiques nouvelles. Il y a eu les collectifs antilibéraux, il y a eu les forums sociaux, et force est de constater qu'on n'est pas arrivé à s'inscrire dans la durée. Les forums sociaux ont été à la fois féconds, mais à la fois des parenthèses qui se sont pas inscrits dans la durée. Et moi, j'analyse ça comme le fait que, d'une certaine manière, mais c'est ce que disait Marie, on n'est pas syndicaliste par hasard. Le rôle des syndicalistes, et y compris du monde associatif, je pense avec votre logo CLN, je pense à la CNL par exemple, hein, le rôle des associations, il y a toute une constellation de syndicats, de monde associatif, etc., qui travaillent dans une direction d'émancipation, mais qui constituent un système complexe, à la fois dans leur rapport à la société, à la fois dans ce qui fait qu'on choisit d'être militant associatif, militant politique, militant syndical. Et donc, moi, j'ai plutôt l'impression qu'il faut assumer le fait que c'est un système complexe dans lequel on va pas faire rentrer ce système complexe dans une structure durable, figée, permanente. Évidemment, le postulat de départ, c'est le rapport d'égalité. Et dans le rapport d'égalité, c'est pas seulement ce que les autres peuvent nous apporter, ce que le monde associatif peut apporter aux politiques, ce que le monde syndical peut apporter aux politiques, mais ce que le politique peut apporter au monde syndical et au monde associatif. À cet égard, vous l'avez tous dit, mais évidemment, la crise que traverse la gauche est un handicap, et j'ai envie de dire que pour ce qui me concerne, je crois que on est en panne du point de vue des politiques, et peut-être un des défauts de la politique, en tout cas pour ce qui concerne le Parti communiste, c'est désormais d'être plus sur une posture syndicale que d'être sur une posture politique. Moi, la question politique, elle doit articuler trois dimensions, à mon sens: une espérance, une visée qui s'inscrit sur le long terme, une capacité à intervenir et à mettre en cohérence des leviers de transformation sociale et à globaliser, y compris
en le pensant comme étant des réponses qui s'inscrivent dans la durée, mais qui sont des réponses concrètes à des questions d'aujourd'hui. Enfin, Maryse parle du travail, il y a la question de l'industrialisation, il y a la question, moi je suis médecin, enfin je veux dire que la France soit en panne de médicaments et de produits, de matériel médical, c'est invraisemblable. Donc on voit bien là ce qui est du champ des associations de malades, ce qui est du champ des syndicalistes, de défendre l'emploi, comment on travaille, etc. Et ce qui est du champ du politique, qui est quelle politique pour la France, par exemple en matière industrielle. Alors, une fois que moi j'ai dit, je pense que après les rapports de domination, les rapports où on veut rentrer tout le monde dans la même case, c'est mieux de chercher à rentrer tout le monde dans la même case que dans des rapports de domination, mais néanmoins, ce que je crois, c'est qu'il faut admettre que cet en commun, il va se construire dans plusieurs endroits, évidemment dans des luttes partagées. La journée d'aujourd'hui en est un exemple évidemment évident. Et puis, il faut se dire qu'il y a des moments, ça peut être comme des débats comme ce soir, ça peut être la place de la presse, des médias de gauche qui mettent en scène des moments de débat. Je crois plus à des moments où on est ensemble, soit des moments forts de lutte, soit des moments de construction, de colloques, etc., que de vouloir rentrer tout le monde dans un cadre commun. Et enfin, dernière chose, je crois que la NUPES, puisque ça c'est un débat qui traverse la NUPES, je pense qu'on peut se le dire, il y a des gens qui pensent que dans la NUPES, il faut des collectifs citoyens, enfin des composantes citoyennes, des composantes syndicales, etc. Moi, je crois qu'il faut assumer que la NUPES est un lieu d'unité politique, si tant est, enfin, même si elle est très très mal en point. Mais moi, je ne crois pas que c'est par la NUPES qu'on va arriver à... Ce sera encore un cadre figé qui me paraît pas répondre à la complexité de ce que sont les rôles des uns et des autres. Voilà. Merci Isabelle Laurent. Et maintenant, je vais passer la parole donc à Hendrik Davy. Donc, tu es un député depuis juin 2022, mais juste avant, tu avais des responsabilités syndicales, me semble-t-il, dans l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique, qui a un peu changé de nom, je crois. Et donc, tu es au cœur de la contradiction, si je ne m'abuse, au cœur du problème. Oui. Bah, en fait, vas-y, Hendrik. Merci en tout cas de l'invitation et c'est vraiment très intéressant comme sujet de débat. Donc, oui, effectivement, moi j'ai été militant politique et militant syndical, toujours en parallèle, et dirigeant politique et dirigeant syndical par ailleurs, puisque j'ai été au bout, à l'arrivée, porte-parole de la CGT INRAE et élu à la commission exécutive de l'UFSE-CGT, donc en 2019, mais en même temps, comme j'ai été de l'autre côté au niveau politique, militant à la LCR, puis au Front de gauche, puis à la France Insoumise, je suis maintenant devenu député. Alors, je voulais dire, et je partage en fait en gros tout ce qui a été dit, je pense, ce soir. Vraiment, je pense que là, il y a malheureusement une grande homogénéité. Alors, je ne sais pas si ça va faciliter le débat entre nous, puisque je pense qu'on pense à peu près tous la même chose. Mais moi, je voulais d'abord dire que ce qui surdétermine, moi, ma vision de la relation syndicat-parti politique, c'est la question de la stratégie révolutionnaire. Bon, je pense qu'on a besoin de dépasser le capitalisme pour aller vers une société d'émancipation. Et puis, par ailleurs, on n'en a pas discuté ce soir, mais aussi une société qui permette à la planète de survivre, parce que on est quand même dans une crise écologique très grave. Et donc, je place en fait mes réflexions, moi, syndicales et politiques, toujours dans la question de la stratégie politique. Et en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une stratégie qui met au cœur de sa stratégie la lutte des classes et le fait qu'à un moment donné, il va bien falloir reprendre le volant à ce qu'on appelait avant, et ce qui, moi, me semble toujours juste la bourgeoisie, c'est-à-dire ceux qui contrôlent les moyens de production, et que pour ça, en réalité, on a différentes batailles à mener. Et c'est comme ça, en fait, que j'amène la relation entre le syndicat et le parti politique.
Alors, on a différentes batailles. On a des batailles qui sont d'abord idéologiques. On n'en a pas trop parlé ce soir, mais je pense que, évidemment, si on veut une révolution démocratique, il faut gagner d'abord dans les consciences. Et ça, je leur dirais pour toutes les dimensions de la bataille, mais elle est évidemment menée par les partis politiques, mais elle est menée par les associations, elle est menée par les syndicats. Et puis, on a une bataille qui est plus économique, hein, sur la relation entre le capital et le travail. On a une bataille proprement politique, de prise de pouvoir dans des institutions. Donc, on a différentes vraiment dimensions dans la lutte. Et ce qui est intéressant, c'est là nous amène à notre débat ce soir, c'est que ces différentes dimensions sont toutes prises en charge par différents champs. Mais chacun des champs, qui est le champ de la société civile avec les associations, le champ du travail avec les syndicats et le champ des institutions politiques avec les partis politiques, eh ben, vont travailler sur ces différentes dimensions. Donc, comme on voit que tout se croise en réalité, c'est vrai qu'on amène, enfin, le débat de ce soir, c'est qui fait quoi, comment on répartit en fait le travail des uns et des autres. Moi, je reste persuadé que si on est dans des sociétés, et peut-être que c'était différent dans la Russie de 17, hein, mais en tout cas dans les sociétés telles qu'on est de démocratie libérale très structurée, on a ces différents champs parce qu'elles composent la société et je ne crois pas qu'on soit à un moment, alors c'était un débat que j'avais un peu eu avec Jean-Luc Mélenchon au travers de différents textes, mais je ne crois pas qu'on ait un moment où tout s'effondre et où on peut tout mélanger, les associations, les syndicats et les partis politiques. Je pense qu'on est encore dans un moment où il faut refonder ces différentes structures, mais elles conservent chacune en fait leur rôle et elles ont en fait une très grande complémentarité. Alors, ça m'amène évidemment à dire, comme vous toutes et tous ce soir, que je pense que la charte d'Amiens, j'avais pris la même citation que toi pour introduire le débat, mais finalement tu me l'as ôté, la charte d'Amiens conserve toute sa valeur et toute son actualité. La suite du passage que tu as lu, c'est en ce qui concerne les individus, le Congrès affirme l'entière liberté pour le syndiqué de participer en dehors du groupement coopératif à telle forme de lutte correspondant à sa conception philosophique. Ça, c'est la fin de la charte. Ça, c'est la fin, c'est la suite. Ce que j'ai dit, c'est le début. Voilà. Et donc, on voit bien qu'elle est... voilà, quand tu prends le début et la fin, on a déjà la réponse qui est dans la charte. Donc bon, c'est assez intéressant. Mais pour aller un petit peu plus loin, comment et pourquoi d'abord on a besoin de cette indépendance? Vous l'avez dit les uns et les autres, c'est que je pense que il y a une première raison que moi j'ai vécue en tout cas, c'est le fait d'éviter que l'agenda dans un des champs, typiquement l'agenda politique, vienne polluer l'agenda dans un autre des champs et vienne déstabiliser le patient travail qu'on peut avoir dans un autre champ. Et puis, il y a des problèmes de temporalité. La temporalité syndicale et la temporalité politique ne sont pas les mêmes. Vous l'avez dit, on doit rassembler par moment au niveau du syndicat, au-delà des divergences partisanes. Et voilà, et les partis politiques, il y a des élections, il y a des enjeux de pouvoir, des enjeux de rapport aux institutions. Et donc, il est absolument nécessaire de préserver le champ syndical de ce qui peut se passer dans le champ politique. Mais c'est aussi vrai au niveau des associations, vous l'avez pas dit, mais ça peut être un problème. Et sur les associations environnementalistes, ça peut être un problème avec ELV notamment, ou ça peut être avec d'autres forces politiques. Alors, comment on fait converger quand même? Vous l'avez dit les uns les autres. D'abord, sur les trajectoires personnelles, en fait, ça ne pose jamais de problème, pour peu que les gens aient un minimum d'éthique. Moi, j'ai été à la fois porte-parole de la CGT INRAE et en même temps rédacteur tout ce qui était enseignement supérieur et recherche à la France Insoumise. J'ai jamais eu de problème au niveau de mon syndicat parce qu'à chaque fois j'intervenais dans un ou dans un autre sphère, je disais très clairement pourquoi et pour qui j'intervenais. Et c'était le cas déjà au début du XXe siècle. Les mêmes qui pouvaient voter la charte d'Amiens pouvaient se présenter à des élections, voilà, sur un camp ou sur un autre, ça a été dit par les uns et les autres. La circulation au niveau des individus ne pose pas de problème. L'important, c'est de ce qu'on dit en tant que porte-parole collective. Voilà, c'est la question du collectif. Donc ça, c'est possible. Et c'est pas mal que ça circule par ailleurs, parce que quand ça circule, ça permet de faire circuler les idées et tout ça. Deuxième moment, à mon avis, et on le vit aujourd'hui, quand ça peut se rencontrer, c'est dans des grands mouvements d'ensemble. Grands mouvements d'ensemble sur les retraites, qui sont à la fois des mouvements qui touchent au travail, mais qui touchent aux politiques profondément. Eh ben, on peut avoir une convergence. On l'avait vu avec le TCE, d'une certaine manière. On l'a vu avec le mouvement des retraites. On l'avait vu en 95 sur la sécurité sociale. Et je pense que c'est une deuxième façon de faire converger le syndicat et le parti politique.
Troisième façon que moi j'expérimente beaucoup en tant que député, c'est la co-construction des programmes et des revendications dans un dialogue à égalité, mais chacun avec sa spécificité sur le programme, à la fois un programme de transition, mais aussi la nécessaire reconstruction d'un horizon, on va dire, moi je l'appelle éco-socialiste, mais vous l'appelez comme vous voulez, communiste, etc., mais un horizon de dépassement du capitalisme. Et là, il faut bien avoir conscience que les uns les autres, on a un rôle à jouer dans cette construction programmatique et cette reconstruction, refondation d'un horizon. Et je conclurai, parce que j'ai déjà dépassé mes 7 ou 8 minutes, sur l'importance, mais ça a été signalé par les uns et les autres, de cette indépendance et de ce dialogue fécond pour le jour d'après, c'est-à-dire qu'en cas de victoire, et moi je suis complètement convaincu, et en général je défends l'indépendance syndicale en prenant l'exemple d'une victoire de la gauche, que j'espère dans 3 mois, parce que si Macron cède sur les retraites, je pense qu'il sera contraint de dissoudre, mais ça c'est un autre débat. Et si il est contraint, on peut gagner. Bon, imaginez que la NUPES gagne. Bon, bah, on a besoin, et ça c'est un vrai souci qu'on a eu, on a absolument besoin d'un mouvement social qui soit indépendant et qui puisse être un aiguillon pour le politique et en même temps un rapport de force concret vis-à-vis de la bourgeoisie dans les entreprises, etc., par la lutte des classes. Et ça, on l'a vu au Venezuela, on l'a vu dans des tas d'autres moments. En réalité, soit le mouvement social est trop faible, soit il se trouve inféodé, soit il perd de son activité, mais en tout cas, on n'a jamais eu une situation suffisamment chaude socialement et en même temps une prise de pouvoir de la gauche pour qu'on puisse aller réellement vers un affrontement qui permette une transition démocratique hors du capitalisme, au moins, ou en tout cas un affrontement suffisamment fort pour que ensuite ça puisse aller vers un dépassement progressif. Voilà. Merci. Donc, voilà, ben, la parole est à la salle, si on peut dire. Donc, c'est l'autre Jean-Claude Branchereau, qui a recueilli les questions. Vas-y, à toi. Écoutez, il n'y en avait pas des tonnes, hein, c'est sans doute dû à la fatigue de la journée, mais il y a eu une remarque à un moment, et je commence par celle-là parce que la fin de l'intervention d'Henrik Davy appelle à une poursuite, du coup. Il y a eu une remarque au moment de l'intervention de Mathieu de la FSU sur les relations NUPES-syndicats en disant mais soutenir l'accession au pouvoir de la NUPES ou soutenir l'action de la NUPES, ce n'est pas forcément soutenir ensuite une politique du gouvernement qui ne nous conviendrait pas. Et donc, bon, dans ce qu'a dit, peut-être que Mathieu peut réintervenir sur cette question pour clarifier ce qu'il a dit, puisque c'est à ce moment-là que ça s'est produit, c'est ce qu'il a dit sur les relations NUPES-syndicats. Nous ne soutiendrons jamais nous ne soutiendrons pas la NUPES, a-t-il dit. Je crois que c'était ça sa formule, hein, sous réserve. Comment, Mathieu, tu peux reprendre ça par rapport à cette remarque de nos auditeurs? Donc, on commence par celle-là. Hein. Je commence par celle-là. Oui, okay. Il y en aura 2 autres après, enfin, des remarques. Okay. Quoi. On est sur la ligne de crête avec des éléments que nous partageons tous. D'abord, on est bien d'accord entre nous, je pense, que quelle que soit la couleur politique du gouvernement, s'il n'y a pas un mouvement social, un mouvement syndical fort, les revendications n'aboutissent pas ou aboutissent peu. Je dirais même, quelle que soit la couleur politique du gouvernement, je crois qu'il n'y a pas de contre-exemple historique, on se souvient de 36, la Libération, etc. Et à contrario des années 80. Bon, premier élément. Deuxième élément, la FSU ne confond pas sa droite et sa gauche. Donc c'est très bien qu'effectivement, il a plus de chances d'arracher, parce que dans tous les cas, il faut arracher, hein. Même si demain, la France insoumise devient maîtresse du gouvernement, il faudra quand même, à un moment donné, que les syndicats soient dans la lutte. Il n'y a pas de contre-exemple encore. Donc, on sait très bien qu'il n'y a pas équivalence entre le traitement d'une société par un gouvernement de gauche et un gouvernement de droite. Bon. Troisième élément, non, on ne soutient pas effectivement ni un parti politique, ni une union de partis politiques, parce que sinon, on touche effectivement à l'idée d'indépendance et d'autonomie du mouvement syndical. Et on laisse à penser aux salariés que nous sommes proches de telle ou telle organisation, et donc que nous serions, en quelque sorte, moins à même
de défendre leurs intérêts matériels et moraux si ces formations politiques viennent au gouvernement. Et là, l'expérience du passé nous a servi de leçon et je crois nous a vaccinés. Donc, on peut très bien regarder avec bienveillance, alors le mot est peut-être un peu galvaudé, mais tout ce qui peut améliorer l'état de la gauche et sa capacité à arriver au pouvoir parce que nous partageons beaucoup de valeurs et parce que nous savons qu'avec un mouvement de gauche, ça serait moins difficile, j'ai pas dit plus facile, mais moins difficile qu'avec un mouvement de droite, mais en aucun cas, et là je crois pouvoir parler au nom de tous les camarades de la FSU, nous ne sommes dans une situation de soutenir telle ou telle formation politique. Ça nous est arrivé dans le passé. Alors, c'est toi, Jean-Claude, qui faisais allusion à un texte, effectivement, sur les présidentielles, mais c'était après de longs débats, et on a comme seul exemple que je vois de prise de position, alors si on ne remonte pas aux années 80, c'est au moment où l'extrême droite est arrivé au deuxième tour. Voilà. Et même là, on a eu des débats sur la formulation. Donc voilà, le passé nous a vraiment vaccinés. Et donc pour nous, même si on partage des combats, même si on n'est pas dans l'amalgame, on est dans l'indépendance syndicale. Et par conséquent, on ne soutient pas, non, je maintiens ma formule, on ne soutient pas la NUPES, même si on regarde avec beaucoup d'intérêt et de bienveillance le processus d'unité fragile qui est à l'œuvre. Bien, c'était très clair. Quelqu'un veut-il ajouter quelque chose sur ce sujet? Enfin, c'était une remarque seulement d'un de nos auditeurs. Bon, apparemment non. Il y a une deuxième question qui renvoie un peu à la question de la double besogne, et notamment du syndicalisme, du syndicalisme de transformation sociale, comme on dit. On a un de nos auditeurs qui dit le fait qu'un des deux principaux syndicats, je lis sa question, qu'un des deux principaux syndicats, il dit la CFDT, ne se reconnaissent pas ou plus ni dans la gauche ni dans un projet antilibéral, n'est-elle pas un lourd handicap pour l'aspiration du syndicalisme à la transformation sociale? On a parlé d'unité, plusieurs intervenants ont parlé d'unité par rapport aux attaques actuelles, etc., etc. Là, la question se déporte sur l'autre aspect du syndicalisme, ou en tout cas de ce que dit la charte d'Amiens en termes de double besogne. Comment, avec un syndicalisme qui n'apparaît pas totalement unifié sur la question de la transformation sociale, nous dit cet auditeur, comment fait-on et comment on essaye de surmonter cet handicap, si toutefois il est surmontable? Qui c'est qui veut? Jean-Marie, peut-être? Oui, bien sûr. Bien sûr que c'était un handicap, mais d'une certaine manière, le fait qu'il y ait de nombreuses organisations syndicales, c'est le reflet aussi d'une très grande diversité, à la fois de point de vue des dites organisations syndicales, mais aussi des opinions qui traversent le monde du travail, parce que au fond, ces organisations, elles sont là parce qu'il y a des travailleurs qui leur font confiance. Le problème que peut poser la première place de la CFDT dans les élections sociales, je le conçois évidemment, mais le problème, c'est plutôt que vous avez aujourd'hui plus de travailleurs qui votent pour elle que pour d'autres organisations syndicales. Donc je pense que le problème n'est pas seulement celui des organisations, c'est au fond le monde du travail dans son ensemble aujourd'hui n'est pas saisi d'une envie anticapitaliste, c'est quelque chose qui doit se construire. Et c'est jamais un donné d'ailleurs, même dans les périodes antérieures, c'est pas un donné qui serait naturellement lié aux classes populaires. L'idée de l'aspiration à la transformation sociale est une construction politique dans laquelle les acteurs syndicaux et les acteurs politiques aussi ont un rôle, chacun à sa partition à jouer. Alors aujourd'hui, l'état des forces est celui-là. Après, est-ce qu'on considère qu'une organisation syndicale est arrimée à jamais à une stratégie ou à une certaine vision du monde, ou est-ce que, comme le reste de la société, elle bouge, elle peut se déplacer? L'histoire de la CFDT est assez riche en changements. N'oublions pas qu'elle vient de la CFTC, elle vient d'un syndicalisme chrétien très conservateur, qui a fait sa mue dans les années 50-60, qui est devenu un syndicat de lutte de classe, revendiqué, qui est passé par diverses déclinaisons dans ce qu'on appelle les années 68, c'est-à-dire qu'elle a quand même épousé la vague en 68, porteuse d'aspirations émancipatrices, de l'autogestion, des dégâts du progrès, à la pointe d'un certain nombre de conflits, le féminisme, de là où elle venait, c'était pas forcément évident, les combats antinucléaires, etc. Donc après, elle a changé de stratégie et depuis 30 ans, disons, elle a accusé une certaine dérive, appelons-la comme ça, même si c'est un jugement de valeur. Bon, est-ce que ça veut dire que ça peut pas changer
moi, je trouve que rien n'est figé et que la CFDT est une grande organisation. Elle est là, que ça plaise ou non. Elle est travaillée aussi par des débats, même si c'est moins visible que pour d'autres. Et les événements peuvent la déplacer, l'obliger. On le voit bien. Elle a accompagné l'arrivée de Macron dans un premier temps avec une certaine sympathie, et puis les yeux se sont dessillés progressivement, et aujourd'hui on constate qu'elle est dans un affrontement assez dur, même avec le chef de l'État. Donc est-ce que ça peut conduire à des évolutions? Son dernier congrès montrait une certaine fermeté assez nouvelle sur un certain nombre de principes. Elle s'est ouverte sur d'autres avec son pacte du pouvoir de vivre. Alors certes, c'est sans doute pas ce que d'aucuns verraient dans une mobilisation sur les terrains écologiques, féministes, etc. Mais bon, il y a dû bouger. Je crois qu'il ne faut rien figer. Hein, le champ syndical est assez fluide. Qui aurait dit que la CGC soit à la pointe d'un mouvement de rejet de la réforme des retraites il y a 5 ou 6 ans? On oublie que c'était un syndicat assez conservateur et qui aujourd'hui s'avère partie prenante d'un mouvement social. Donc il ne faut pas figer les choses, même si aujourd'hui on peut considérer qu'il y a problème. Il dépend un peu de tout le monde, hein, que les choses deviennent plus fluides et peut-être enterrer un peu les haches de guerre, même si ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être critique quand les positions des uns et des autres le supposent. Mais peut-être admettre que une attitude plus ouverte peut conduire à des changements. Merci Jean-Marie. Maryse, peut-être Moi, je partage ce que vient de dire Jean-Marie. Moi, je prenais les choses sous un autre angle. C'est mesurer la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ce qui domine aujourd'hui, d'une part, c'est la désespérance. Ça, je pense que c'est assez clair. Les militants d'aujourd'hui, les syndiqués, plus largement les salariés, ne pensent pas qu'on peut gagner un monde meilleur demain. Et ça, je pense que c'est la caractéristique de notre génération, enfin la mienne, mais des actifs d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas précédemment. Quand on regarde les communards, ils étaient réprimés, mais ils étaient persuadés que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. La résistance au plus fort de la domination nazie, ils étaient persuadés que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Notre génération, là, actuellement, non, c'est l'inverse. Et je pense qu'on a beaucoup à faire pour reconstruire de l'espoir. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est mesurer qu'avec le libéralisme, les collectifs de travail éclatent, les salariés sont mis en concurrence les uns par rapport aux autres, ils sont en souffrance parce que on les somme, eux, de s'adapter au libéralisme et aux méthodes managériales et ils n'y arrivent pas et ils se sentent incapables. Et je crois que le syndicalisme, il a plus que jamais un rôle pour reconstruire des collectifs, pour reconstruire des solidarités et à partir de là, redonner sens à une émancipation collective. Mais si on ne fait pas ça, si le syndicalisme ne relève pas ce banc-là, on ne renouera pas avec, enfin, on ne créera pas les conditions d'un mouvement d'émancipation véritablement. Hein. Et en plus, c'est une question de pratique démocratique. On est extérieur aux salariés aujourd'hui, à la majorité des salariés, pas à tous évidemment, et on a des syndiqués, il y a encore des milliers de gens qui se syndiquent chaque année à la CGT, mais aussi aux autres syndicats. Donc il y a quelque chose, mais c'est minime par rapport aux nécessités. Et moi je crois que le rôle du syndicat vis-à-vis du salariat, c'est de reprendre cette question de défense des intérêts matériels immédiats. Quand on est dans un milieu de salariés en précarité, les premières des choses qu'on fait, c'est regarder qu'est-ce qui se passe du point de vue des heures supplémentaires, du paiement des salaires, du droit à congé. On fait du b.a.-ba. Mais si on n'est pas capable de faire ce b.a.-ba, on ne sera pas capable de construire des grands mouvements d'émancipation. C'est pas les gens de ma génération qui vont faire ça. Ils peuvent y contribuer, mais c'est les jeunes. Et les jeunes, voilà. Donc, moi, je suis soucieuse de ça. Je trouve qu'on est dans une situation où on a tendance à se replier chacun sur sa situation, chacun sur son domaine d'intervention, et la question de construire du commun, elle est plus difficile que jamais. Aussi bien sur les revendications syndicales que sur les
le rapport entre syndicalisme et politique, etc. Je ne vais pas redire ce que j'ai dit sur l'indépendance. Cependant, il y a des choses à construire. Et voilà, chacun est un peu chez lui. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on change ensemble. Ça doit être une priorité. Et ça suppose de se changer nous-mêmes, de changer nos organisations. Nos organisations telles qu'elles sont, elles découlent du siècle précédent. Or là, on est dans un mouvement de bascule. Le libéralisme, il a tout transformé depuis 40 ans. Et il faut que nous, on reprenne ça autrement que ce qu'on fait actuellement, quoi. Merci Maryse. Je crois qu'il y a Hendrik qui voulait réagir à cette question. Puis après, s'il n'y en a pas d'autres de questions, Si, il y a une petite remarque dont je ferai part, puisqu'elle s'est manifestée. Hendrik. Ouais, je voulais réagir en fait pour qu'il y ait un peu de débat quand même, parce que deux bémols par rapport à ce qui vient d'être dit. La première chose qui me semble important, et qu'on a un peu oublié dans la discussion, c'est que le néolibéralisme est aussi lui dans une stratégie particulière qu'on n'a pas su analyser suffisamment vite, qui est la stratégie de choc on va appeler ça comme ça. Enfin, moi je l'appelle ça comme ça pour faire vite, mais en gros de ne rien céder. De ne rien céder. Alors on peut en discuter pourquoi ils ne cèdent rien ou cèdent peu dans les grandes luttes. Hein. Alors ils cèdent, les patrons cèdent localement bien sûr. Mais sur les grandes luttes, ils cèdent peu, depuis Thatcher. Et ça a quand même des conséquences sur la résignation et des conséquences sur les syndicats et leur capacité finalement à faire en sorte que les salariés soient confiants et pensent que les syndicats servent à quelque chose. Parce que si vous mettez en grève, je ne sais pas combien de fois, et là, nous, on est sortis d'une réunion du collectif, on a essayé de monter un petit collectif retraite, de défense des retraites sur l'arrondissement. Et ce que nous a dit une copine du Parti socialiste, hein, c'est pas une copine d'extrême gauche, mais qui a été profondément marquée par les échecs finalement de 2003. Elle a reparlé, qui a traumatisé beaucoup de profs, hein, l'échec de 2003. Et donc ça, il faut intégrer ça. Et pourquoi je vous parle de ça par rapport à la CFDT et tout ça, c'est qu'à un moment donné, dans le rapport de force vis-à-vis du capital et dans ce moment néolibéral où il ne lâche rien, il y a un moment donné, il faut augmenter en radicalité. Moi, j'ai connu des moments à l'université où, si vous faites par exemple un blocage, alors c'est particulier les universités, j'ai bien conscience, mais si vous faites un blocage au début du mouvement, comme le font les autonomes, c'est terrible parce que ça casse le mouvement et ça empêche toute massification. Par contre, si le mouvement prend et qu'au lieu d'être un mouvement plan-plan, vous décidez d'accélérer le mouvement, et c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passait en 36, c'est ce qui se passait à des tas de moments de grève qui se mettent à la base, etc., et qui sont reconduites, etc., et j'ai vécu des moments où à la fac d'Avignon, les mêmes qui me disaient il n'y a rien de possible parce que il y avait que 2 militants sud. Rien n'était possible en 2007, je crois, 2008. La fac ne bougeait pas, c'est une fac qui n'avait jamais bougé. 3 semaines plus tard, il y avait 1000 personnes en assemblée générale et des étudiants qui n'avaient jamais milité de leur vie interdisaient au président de l'université de rentrer dans la fac parce que l'AG avait décidé que le président n'avait pas le droit de rentrer. Donc ces moments-là où il y a une bascule, la radicalité peut créer la massification, et oui. Et donc, il ne faut pas que l'unité empêche ça. Alors, je vais dire, par contre, dans la besogne, on va dire la besogne habituelle, enfin, dans la charte d'Amiens, là, dans la lutte pour les primes, voilà, l'unité est toujours la meilleure. Et nous, en tout cas, à la CGT, même INRAE, on a toujours essayé d'avoir l'unité. Et en général, on l'a eu sur les dernières années, en fait, on l'avait. On avait sur les primes, même sur les primes au mérite, on avait l'unité. Donc, je suis d'accord avec vous sur presque 90% du travail syndical. Mais il y a des moments où l'unité pourrait être un frein. Et moi, je l'ai vu, hein, très concrètement, dans certains cas. Et donc, il faut quand même qu'on soit un peu attentif à ça. Et sur la résignation, moi, ça me dérange un peu. Je vais vous le dire assez franchement, parce que je croise quand même beaucoup de gens qui sont en colère et qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire des choses. Et moi, en tout cas, quand je suis arrivé, et là, je vais être assez provocateur, mais je trouvais beaucoup plus de résignation par moment dans les cadres, on va dire, syndicaux, qui sont parfois des cadres qui sont comment dire, permanents, hein, que dans mes collègues de boulot. Et dans les jeunes qui arrivent et les jeunes précaires qui arrivent, qui étaient prêts à se bouger. Donc, voilà, il y a aussi ça, c'est qu'il y a toute une génération, je vais peut-être être un peu provocateur, mais il y a toute une génération qui a cru en l'hypothèse communiste et qui a vécu un enfer avec ce qui s'est passé au tournant de la chute du mur.
j'en parle assez facilement parce que c'est typiquement la génération de mes parents, et qui est assez résignée et qui porte cette résignation. Mais il y a une jeunesse là qui arrive, je vous jure, qui est très inquiète, mais qui a envie de faire beaucoup de choses. Mais le problème, c'est qu'entre les deux, on a perdu des cadres, on a perdu des cadres d'organisation, et le mouvement ouvrier s'est effectivement effiloché, n'est pas en mesure actuellement de les accueillir. Mais je fais très attention à cette question de résignation. Je trouve qu'elle est c'est un peu trop facile de se cacher derrière la résignation, parce qu'en réalité, par moment, les gens et là aujourd'hui, il n'y avait pas, enfin moi à Marseille, franchement, la manif était énorme. Les gens étaient joigneux et non, ils n'étaient pas résignés, c'est pas vrai. Ils étaient au combat, ils étaient prêts à y aller. Hein. Isabelle, peut-être qu'on peut, là tu as lancé un petit débat, peut-être qu'on peut à partir de là faire un petit tour de tous les intervenants et intervenantes pour aboutir à la conclusion de notre soirée. Je rajouterai une question quand même, parce que tu as lancé l'idée de co-construction, Hendrik, tout à l'heure, de co-construction de projets. Et je me souviens que dans la CGT, ce débat-là a existé sous la forme, d'ailleurs, je crois que Maryse l'a mené aussi. On peut discuter entre les syndicats et les partis, mais on ne co-construit pas un programme de gouvernement. Mais en même temps, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, le syndicat, il est pour l'émancipation, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, moi-même, j'ai du mal à réfléchir à tous ces trucs-là, comment les agencer ensemble. Donc, j'ajoute au débat déclenché par Hendrik, sur la résignation ou pas, la radicalité ou pas, j'ajoute cette complexité-là, c'est-à-dire la construction ou la co-construction, l'échange, sans hiérarchie, comment ça marche, quoi. Et je vous propose peut-être de réagir comme vous le souhaitez, dans l'ordre que vous souhaitez. Donc, c'est Isabelle qui a levé la main la première, et vous ajouterez ce que vous voulez, et après on terminera sur ces interventions-là, en 3-4 minutes. Je vous remercie. Bon, sur ta question, Jean-Claude, moi je vais pas redire ce que j'ai dit. Hein. Ce que je pense, c'est qu'il faut pas chercher à rentrer tout le monde dans un cadre, et voilà. Par contre, je voulais intervenir, c'est sur la question du sentiment d'impasse. Moi, je crois que incontestablement, le sentiment d'impasse, il est quand même très fortement partagé. Et je ne mettrai pas à égalité avec un recul des pratiques de solidarité, d'abord sur la question du climat. On voit quand même que dans la jeunesse, c'est un puissant moteur de mobilisation. Mais je trouve que quand on regarde toutes les formes, j'ai envie de dire les micro-formes d'action des jeunes, que ce soit d'aller distribuer les repas, l'aide aux devoirs, enfin tout ce qui se passe dans le quotidien des villes et des villages, hein. L'engagement, voilà. Et puis là, sur les retraites, ce qu'on entend quand on discute au-delà des revendications politiques, syndicales, etc., quand on discute avec le grand public, c'est pas des intérêts catégoriels, hein. C'est pourquoi on est sur Terre. Est-ce qu'on est, enfin, je veux dire, ce que je trouve, c'est que sur la question des retraites, c'est vraiment une question de fond qui fait débat, qui fait les discussions. Après, ce que je trouve très frappant, moi, bon, j'aime pas tellement faire je voudrais pas stigmatiser, mais je suis élue à Vitry et on a trois lycées où il y a eu pas mal de mouvements. Ce qui était quand même très frappant, c'est à la fois une conscience très forte que Parcoursup, c'est une injustice, c'est une impasse, c'est pas tout ce que ça peut comporter. Donc des mouvements très forts. Et en même temps, d'une certaine manière, tu parlais des blocages, mais les blocages, d'abord c'est en général les mecs qui bloquent, hein, c'est assez physique, mais ça masque quand même deux choses. C'est une difficulté à globaliser et à formuler, y compris des revendications. Et deuxièmement, c'est l'absence complète de débat. Alors, est-ce que ça relève de l'association, du syndical, du politique? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que du débat, de la mise en commun et de la globalisation des problèmes, moi, je pense que c'est vraiment un sujet qui est devant nous dans la jeunesse. Et après, je conclurai sur vraiment, je partage avec cette idée. Et cette idée, c'est que c'est pas les jeunes que ça interroge, hein, c'est nous que ça interroge.
nos formations politiques, syndicales qui sont issues du XXe siècle. Il faut quand même revoir la copie de fond en comble sur c'est quoi la pratique politique, et je crois que on les fera pas rentrer dans notre système. On les fera pas rentrer dans notre système. Soit notre système il change radicalement, soit ils y trouveront pas leur place, ils inventeront autre chose. Et dernière chose, mais je l'ai déjà dit, ce qui relève de l'espérance d'un projet politique d'émancipation, selon moi, et je crois pas que ce soit un rapport de domination, ça relève du politique. Pour moi, le politique, c'est pas seulement les institutions, c'est évidemment la prise de pouvoir, mais c'est global et de la capacité à être présent au quotidien des gens jusqu'à la capacité à proposer un projet global susceptible de prendre le pouvoir. Merci. Merci Isabelle. Qui veut prendre la parole maintenant? Mathieu? Oui, je crois qu'il ne faut pas hésiter parfois à reconnaître que les interventions un peu provocatrices peuvent sonner un peu justes. Moi, ça ne me pose pas de souci de reconnaître qu'il y a dans les cadres militants, parfois, non pas de la résignation, mais une certaine usure. Je pense pas que Maryse Dumas s'en souvienne, mais après 2003, la FSU et le SNES, on avait demandé à discuter avec des responsables de la Confédération sur l'évolution du paysage syndical. On parlait déjà à l'époque, hein, c'était il y a 20 ans, bon ça s'accélère, c'est très bien, mais d'un rapprochement entre la FSU et la CGT. Et je ne sais pas pourquoi, t'étais parti des 35 heures. Et tu nous avais dit, mais vous savez, nos équipes, parce qu'on était après 98, 99, les lois Aubry, etc. Et vous savez, tu nous avais dit, et ça m'avait marqué, dans les entreprises, on a les équipes militantes, pas partout, mais ça peut arriver, qui sont tellement habituées à gérer des plans sociaux, tellement habituées à être sur la défensive, voilà, à avoir des batailles défensives et des victoires, mais uniquement défensives, qu'ils ont perdu cette culture de l'offensive. Voilà. Alors, c'était pas de la résignation. Là, je m'adresse à notre camarade député, mais c'était l'époque qui voulait ça. Et les cadres militants, ils sont pas exclus de la société, quoi. Hein. Donc, mais je ne rejoins pas ta vision pessimiste parce que c'est vrai qu'on a subi beaucoup de défaites nationales à petite échelle, si tu veux, mais il y a beaucoup de micro-luttes qui sont pas visibles, qui sont pas médiatisées et qui sont victorieuses. Voilà. Quand dans un établissement, on arrive à imposer un rapport de force à un chef d'établissement qui fait n'importe quoi, bon voilà, ça passe pas à la télé si tu veux. Mais ça participe effectivement de redonner du peps aux équipes militantes. Donc je ne pense pas qu'il y ait de résignation des cadres militants. Par contre, ce qui a disparu, c'est l'idée d'un paradis post-capitaliste, quoi. Voilà. Alors ça, effectivement, on a un projet clé en main. Moi, dans ma jeunesse, j'ai encore connu ça. Ça a complètement disparu. Et évidemment, et donc ça rend les choses plus difficiles. Parce que même les luttes qui sont menées, les luttes féministes, les luttes pour l'écologie, c'est aussi des luttes défensives. C'est pour éviter une dégradation de l'environnement, c'est pour lutter contre des effets de domination de genre. On peut pas dire que ça soit vraiment des luttes qui font rêver. Hein, voilà. Et moi, je suis pas, et je crois que c'était le cas d'aucun camarade qui s'est exprimé ce soir. Je suis pas pessimiste sur la suite, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder les sondages. Ils n'ont pas toujours tort, et de constater que le premier parti politique de la jeunesse s'appelle le Rassemblement national, parce que la nation, voilà, fantasmée, parce que l'identité, ça fait aussi rêver. Alors, ce sont des cauchemars. Hein, je suis bien d'accord, mais on doit lutter aussi contre ça. Et c'est pour ça, et j'en finis par là. Que là où je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est l'idée de la bataille culturelle. Voilà. On ne peut pas redonner de l'espoir, mais excusez-moi cette évidence, hein, si on ne redonne pas un horizon. Et pour moi, ça s'appelle la bataille culturelle. C'est pas simplement l'anticapitalisme, parce que pour moi, ça c'est pas un projet, mais c'est qu'est-ce qu'on met après le capitalisme en termes de société meilleure pour toutes et tous. Voilà. Mais alors ça dépasse ma compétence. Ok. Qui? Maryse, Hendrik, Jean-Marie? Pardon, j'ai un problème avec mon. Oui, moi je partage tout à fait ce que vient de dire Mathieu là à l'instant. Mais cette
cette espérance à construire, on peut pas la faire de l'extérieur des gens. Et il faut le faire avec ce à quoi eux et elles ils aspirent, et en particulier les générations d'aujourd'hui. Alors oui, il y a la préoccupation écologique qui est absolument nécessaire, et puis la préoccupation sociale, par exemple. La retraite, les gens le voient comme enjeu de société. Tu dis, pardon, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, du Val-de-Marne. Moi? Non, Isabelle. Ah, Isabelle. C'est Isabelle, voilà, ça y est, ça Du me Val-de-Marne revient. aussi. Pardon, excuse-moi, je suis un peu fatiguée. Oui, absolument. Mais en même temps, ils se précipitent pour compter leurs propres annuités de retraite. Hein. Et dans la façon d'aborder le problème sur les 64 ans, le refus des 64 ans, et les mobilisations d'aujourd'hui et de demain sans doute, je pense que la vision qu'on a de sa propre retraite, pour les générations actuelles, pour ceux qui sont pas militants, hein, ça compte autant que la vision de la retraite comme enjeu de société. Après, nous, en tant que militants, on amène des explications plus larges, mais en partant du calcul que chacune et chacun fait. Donc, il y a toujours ce lien entre les situations immédiates et les visions d'avenir. Et le problème que nous avons, j'insiste, mais c'est que les salariés qui sont aujourd'hui les plus en difficulté, les plus exploités, les plus précaires, les plus jeunes, n'ont plus de lieu d'échange, de confrontation, de construction solidaire, etc. Voilà, les syndicats sont moins implantés chez les livreurs à vélo, à McDo. Je dis pas qu'on n'y est pas du tout, mais c'est là qu'on devrait avoir nos forces principales, et c'est là qu'on devrait permettre aux salariés de construire leur devenir, leur proposition immédiate et leur devenir. Et pour l'instant, on parle à leur place. Par exemple, quand on dit faites grève, quand tu es tout seul dans une situation de précarité comme ça, que tu peux pas t'appuyer sur une section syndicale ou sur un syndicat local, c'est pas facile à faire, la grève, même si c'est un droit individuel, constitutionnel, reconnu à tous, etc. Il faut des collectifs pour ça. Aller à une manif, c'est pareil. C'est pas facile d'aller tout seul à une manif. Voilà. Or, comme le syndicalisme s'est affaibli, ben les possibilités de rebondir se sont affaiblies également, et on a un peu un cercle vicieux qu'il faut arriver à rompre. Et un mouvement comme celui qui commence, de ce point de vue, c'est vraiment essentiel, parce qu'on va créer des bases syndicales, on va s'implanter. Bon, mais voilà, je veux dire ça. Ça rejoint la question des modalités d'action. Moi, personnellement, je vais pas lancer un débat à perte de vue sur qu'est-ce qui est bon ou pas bon. Pour moi, l'action qui est bonne, c'est celle qui recueille l'assentiment, qui va permettre la mobilisation du plus grand nombre. Alors, du plus grand nombre dans une boîte, s'il s'agit d'une action de boîte, dans une catégorie, s'il s'agit d'une action de catégorie, et largement, évidemment, mais la même modalité d'action, selon, pas seulement le moment, tu dis au début du mouvement, c'est le blocage, ça casse le mouvement, mais à la fin, c'est bon, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend qui le décide et comment. Et la vraie question, c'est avec qui on décide des modalités de lutte. Est-ce qu'on les décide en tant que militant, d'en haut, de dehors, etc. Ou bien est-ce que ça correspond à ce que, à un moment donné, les salariés souhaitent pour se faire entendre, se faire reconnaître, etc. Je pense que ce sujet, c'est ça le sujet important. Et puis enfin, sur la question de la co-construction, alors oui, encore une fois, je pense toujours la même chose. Je crois pas qu'il faut qu'il y ait de co-construction entre les partis politiques et les syndicats, parce que la co-construction, elle conduit à des formes comme par exemple le programme commun de gouvernement de 72. Et la CGT a payé très très cher, mais alors vraiment très très cher, le fait d'avoir soutenu le programme commun de gouvernement, au point de mettre plus en avant les contenus du programme commun de gouvernement que ses propres revendications. Et quand ensuite il y a eu 77 la rupture, puis entre les partis de gauche, puis 78 et 81 l'élection de Mitterrand et la non-application de ce qu'on voulait, pour démontrer que la CGT était indépendante du gouvernement de gauche sous présidence de Mitterrand. Et ça, on l'a payé très très cher. Et
pour ma génération, ça subsiste. Donc, je suis pas pour qu'on se réembraye dans un truc comme ça. Par contre, les syndicats ont des propositions à formuler. Les partis politiques ont des propositions à formuler. S'ils s'inspirent de ce que disent les syndicats, eh ben tant mieux. Si des possibilités de mobilisation, parce qu'on ne changera rien sans mobilisation, donc si des possibilités de mobilisation sur tel ou tel point sont possibles, très bien, mais chacun dans son rôle. Les partis politiques, ils visent la conquête du gouvernement, les syndicats visent les revendications, et même quand il y a un gouvernement de gauche, même un gouvernement avec lequel on a des sympathies, la revendication, elle doit être le moteur de la transformation sociale. Et la mobilisation, elle doit continuer même quand il y a un gouvernement qui répond grosso modo aux vœux des organisations syndicales. Mais ça, c'est facile à dire d'un point de vue théorique, mais on a beaucoup d'expérience où c'est pas comme ça que c'est pas comme ça que c'est vécu. Et puis, on parle là du gouvernement, mais regardons dans les collectivités territoriales. Regardons le rapport entre les majorités de gauche dans les collectivités territoriales et les organisations syndicales dès lors qu'elles veulent faire prévaloir tel ou tel aspect des revendications des salariés. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Surtout quand le dirigeant ou la dirigeante de l'organisation syndicale appartient à la même formation politique que celui ou celle qui dirige la collectivité territoriale. Et je pense qu'il faut accepter de discuter de ces problèmes, de les voir. On ne les résoudra pas du jour au lendemain. Ils seront toujours là. Mais au moins, diagnostiquons-les, voyons la méthode par laquelle on débat. Mais moi, je préfère ça que la co-construction. Je partage ce qu'a dit Isabelle sur l'idée, on veut mettre tout le monde dans le même truc et c'est ça qui va pas. Oui, on ne mettra jamais tout le monde dans le même truc. Il faut arriver à respecter chacune des composantes et à avancer au rythme où on pourra. Voilà, je m'arrête, pardon, je suis longue. Ok, Hendrik, si tu veux réagir, on laissera le dernier mot à Jean-Marie. Ouais, juste parce que c'était intéressant que tu dises les jeunes votent RN, parce que c'est faux en fait. Enfin, en tout cas, l'élection présidentielle, c'est strictement faux. Les 18-24 ans, j'ai les chiffres sous les yeux là, hein, c'est 31% pour Mélenchon, 26% pour Marine Le Pen et 20% pour Macron. Et pour les 25-34 ans, parmi ceux qui votent. Oui, mais parmi ceux qui votent, oui, ils votent soit Mélenchon, soit RN, mais ils votent. Enfin, tu disais, ils votent RN. C'est pour ça que j'ai cru comprendre ça. Donc c'est pour ça que je dis non, c'est pas vrai. Les jeunes votent pas RN. Juste pour rappeler ça, parce que ça, c'est ce que disent les médias. Mais si tu regardes sur le premier tour d'élection présidentielle où il y a une mobilisation forte des jeunes et une mobilisation forte des classes populaires, et ben à l'arrivée, non, ils votent pas RN, ils votent à gauche. Et là, ils ont voté Jean-Luc Mélenchon en l'occurrence. Donc juste, c'était pas pour polémiquer, c'est juste pour rappeler. Ça fait partie de la résignation, parce que le camp d'en face souhaite la résignation, donc il nous dit que les classes populaires votent RN, il nous dit que les jeunes votent RN, que voilà. Bien sûr que le RN progresse, bien sûr que c'est un vrai souci, mais néanmoins, non, je pense qu'il y a une partie de la jeunesse, et ça c'est récent quand même, qui se politise assez vite sur des questions d'écologie, voilà, et donc ça ne veut pas dire que ça résout tous les problèmes, mais ça fait partie du paysage aussi aujourd'hui, voilà. Alors pour pas être trop long, parce qu'il y a quelque chose d'assez intéressant sur ce que moi, à mon avis, qu'il faut qu'on travaille à la fois au niveau politique et syndical, mais ça travaille pas trop la relation entre les deux. C'est comment le néolibéralisme a travaillé l'individualisme. Et là, oui, il y a quelque chose ça a cassé les solidarités, ça a créé en fait une volonté de construction de soi. Moi, ce qui me frappe, c'est que, et c'est ça qu'on a vachement de mal dans les syndicats et les partis politiques, c'est que il y a quand même du papillonnage militant, c'est-à-dire que les gens viennent et repartent. Enfin, chacun construit sa propre vie. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose. Enfin, le néolibéralisme a profondément travaillé le corps social, et ça, voilà, il faut voir comment on y répond. Je suis d'accord avec ça. Mais moi, je voulais rebondir juste pour conclure sur ce que tu disais, Maryse. Non, franchement, il n'y a aucun désaccord. Moi, je pense que, je l'ai dit et redit, les champs doivent être totalement indépendants. Il y a pas de doute là-dessus, donc il n'y a pas de faux débat entre nous, hein. Il a parlé de co-construction mais moi, je parlais de co-construction de programme, et je vais expliciter ce que je veux dire derrière ça. Évidemment, quand on fait un programme, d'abord, il faut différencier le projet de société. Et là, on contribue tous au projet de société. Je suis désolé. Si on veut un horizon de dépassement de projet de société, les syndicats et les associations et les partis politiques.
travaille au projet de société. Greenpeace travaille à un projet de société. Nous, la CGT, travaille à un projet de société. Et le projet de société alternatif sera le melting pot de ce truc-là. Voilà. Donc là, oui, il y a un grand tout, et moi, j'ai aucun problème à dire qu'il y a un grand tout, parce que le projet de société, c'est pour tout le monde. Bon. Après, il y a le programme politique, ce qui est différent. Et quand je disais de co-construction, j'ai été un peu vite, parce qu'on avait que 7 minutes tout à l'heure. Je pensais à quoi? Mais je pensais à exactement ce que tu dis, Maryse. C'est-à-dire qu'en gros, on a des syndicats qui ont des revendications et qui les portent à la connaissance des partis politiques. Et on a des associations qui ont des revendications et qui les portent à la connaissance des partis politiques, des députés, dont je suis. Et moi, j'ai par exemple fait une proposition de loi sur l'enseignement supérieur et la recherche, là, qui va être déposée demain. J'ai auditionné tous les syndicats, les associations de doctorants, etc. C'est pas leur proposition exactement, mais je me suis inspiré d'eux parce que c'est eux qui connaissent quand même comment vivent et travaillent les salariés. Donc c'est normal que je m'inspire d'eux. Mais le programme, c'est le politique qui à la fin tranche. Et c'est sa responsabilité. On est bien d'accord. Et à la fin, ça n'empêche pas que je les ai auditionnés, etc. Mais j'espère bien que si un jour ils trouvent, si on est en responsabilité et qu'on mène pas la bonne politique, j'espère bien que je les aurai dans la rue en face. Enfin, je serais peut-être pas content si c'est moi qui mène la politique, mais j'espère bien qu'ils seront dans la rue. Voilà, parce que effectivement, on a absolument besoin de ça. Donc on est complètement d'accord. Je voulais juste, voilà, qu'on soit d'accord là-dessus. Et après, voilà, moi je pense que on a à reconstruire ça. Et ce que tu dis est très juste sur les collectivités locales. C'est là où je pense qu'il faut que dans nos organisations, on soit extrêmement clair, mais sur les responsabilités des uns et des autres. Moi, ce que je vois à Marseille, hein, c'est plus le contraire. C'est-à-dire que malheureusement, des fois aussi, quand on est en responsabilité, on oublie qu'on a été syndicaliste pour ceux qui y passent et du coup, ne continue plus à écouter et à être à l'écoute du monde du travail. Et ça arrive aussi souvent. Donc, il faut trouver ce juste équilibre, c'est-à-dire être à l'écoute, mais tout en maintenant l'indépendance des deux champs, en fait. Parce qu'il y a aussi une forme d'institutionnalisation où très vite, ceux qui sont élus ensuite n'écoutent plus le monde du travail. Et franchement, on a des cas voilà, de gens qui ont été syndicalistes, qui se retrouvent élus et qui ensuite méprisent profondément les camarades syndicalistes qui ont... Voilà, ça okay. En l'histoire du mouvement ouvrier, malheureusement. Isabelle, j'ai vu que tu avais relevé la main, tu voulais reparler un petit peu ou... Parce que là, on va conclure. Non, une phrase juste, c'est par rapport à ce oui, que dire Henrik. Moi, je crois que l'individualisme, c'est le fait du libéralisme, mais c'est aussi le fait de l'absence de perspective à gauche. Et de ce point de vue, ce qui se passe dans la NUP, et ça nous interroge chacune des organisations, comment on fait réussir la NUP, parce que... on fera une soirée là-dessus. Non, mais voilà. Ok. Jean-Marie, tu veux dire quelques mots de conclusion? Oh, c'est pas... non, je n'ai pas de vocation à conclure. Je crois que les idées qui ont été évoquées là montrent d'abord une certaine convergence, montrent que c'est bien d'avoir des députés qui ont un passé syndical, et qui s'en souviennent, qui savent le mettre en œuvre. On souhaite que ça soit multiplié. Quand je parlais de la question de l'unité, il faut pas c'est un cadre, je trouve, c'est un cadre qui situe, qui permet justement la mise en mouvement. J'insiste, il faudra revenir sur cette question de l'émancipation. Qu'est-ce qui est véritablement émancipateur dans les luttes sociales, dans les luttes de classe? Et je pense que l'engagement des gens, c'est les gens qui s'émancipent. C'est pas nous qui venons les émanciper, quoi. Enfin, bon, c'est un débat qui existe ailleurs, mais il faut qu'on réfléchisse à ces questions-là. L'articulation entre les différents, que ce soit partis ou syndicats, qui se vivent un petit peu comme les apporteurs d'éclairage aux masses populaires, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi une expérience concrète des gens, des groupes et des individus à prendre en compte. Et là, il y a quelque chose, moi, qui me frappe beaucoup, c'est quand même les écarts générationnels. C'est que, bon, ça a été dit à certains moments, d'ailleurs, ce que Mathieu a rappelé du discours de Maryse il y a 15 ou 20 ans, moi je l'ai entendu beaucoup, et c'est vrai qu'il y a des générations militantes qui ont une histoire, qui ont vécu des choses qui les plombent un peu, qui les, quelque part, parce qu'on est ce que notre histoire a fait de nous, et qui ont peut-être du mal aujourd'hui, d'où cette espèce de diagnostic global porté sur une génération, et là, je suis tout à fait d'accord avec Hendrik quand il dit c'est pas si vrai que ça, les jeunes, il n'y a pas de... nous, on comprendrait que les jeunes soient résignés. Le problème, c'est que on n'a rien pour vérifier que ce soit le cas, et même
de temps en temps, on voit que c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts de repositionnement à faire. Cet écart générationnel est un véritable problème parce que des fois, il y a vraiment peu de choses en commun. Je suis assez frappé des discontinuités qu'il peut y avoir entre l'histoire de nos générations qui ont connu effectivement énormément de déceptions, d'aventures, d'expériences, de l'écroulement aujourd'hui, aller parler de l'Union soviétique à des gens qui ont 20 ans, vous leur parlez de quelque chose comme des pithécanthropes, ça ne les intéresse, enfin, ça peut les intéresser d'un point de vue de curiosité, mais ça ne signifie rien dans leur expérience politique, alors que nous, ça a profondément marqué nos générations. Donc, je crois que il faut vraiment que la relève se fasse, pas seulement dans les syndicats, dans les partis politiques aussi. Mais la NUPES, pour ça, est une chance d'investissement des jeunes qui se vérifie sur le terrain. Il y avait pas mal de jeunes à la manif parisienne, en tout cas aujourd'hui. Je crois qu'il faut rester sur cette espérance-là et ça animera encore beaucoup de débats entre nous, aussi intéressants que celui-là. Merci à tous et à toutes. Je pense que ce débat était assez intéressant. Il sera disponible, d'ailleurs, il a été enregistré, il sera disponible, mis sur le site du collectif de liaison et d'initiative ouvert, le Clio, ou CLN. Demain, il sera disponible demain. Et bonne fin de soirée à tout le monde. Et peut-être à bientôt sur d'autres discussions. Merci à toi, Jean-Claude. Au revoir. Au revoir. Salut.